En janvier 2019, durant l'hiver, j'ai eu une rencontre avec une créature terrifiante. À l'époque, j'avais du mal à comprendre ce que je voyais, mais ce n'était certainement pas un ours. C'était le premier week-end de janvier. Il faisait un froid glacial. La maison où je vivais était assez proche d'une zone boisée et parfois des bestioles fouillaient dans les poubelles. Des ratons laveurs, des opossums, parfois des ours. Ils saccageaient les poubelles et le lendemain matin, j'avais un désordre total. Rien d'étrange, juste une vraie plaie. Cette nuit-là, je ne me souviens plus si c'était vendredi ou samedi soir. J'entends quelque chose qui fouille dans les poubelles. Je me lève donc et regarde par la fenêtre latérale. Cette fenêtre donne sur mon allée et on voit le dessus de ma voiture, mais pas nécessairement les pneus, c'est important. Alors j'essaie de jeter un œil et je vois cette grande créature sombre à quatre pattes qui déambule dans l'allée en direction de la route, la tête baissée et qui renifle d'avant en arrière. Je pense immédiatement à un ours. Je me dirige vers la grande baie vitrée pour mieux voir. Ce qui est sorti de mon allée sur la route n'était pas un ours. Cette chose s'est levée sur deux pattes. Elle a marché sur la route à moitié voûtée. Je suis resté là et j'ai failli pisser dans mon pantalon. Je n'ai pas de mots assez forts pour décrire le sentiment viscéral que la vue de cette créature m'a inspiré. Elle est sortie sur la route et s'est tenue presque directement sous un lampadaire jaune. Elle devait mesurer environ 2 mètres. Elle marchait, les poignets mous, comme un pivot au basket-ball. Ses oreilles étaient hautes, pointues, ses doigts étaient longs. Elle était soit noire, soit gris foncé. Le lampadaire jaune ternissait la couleur. Je ne peux pas décrire à quel point la vue de cette chose m'a terrorisé. Je me suis tenu à cette fenêtre et j'ai observé la créature. Elle traversa la route d'un pas nonchalant. J'ai pu voir ses yeux. Ils étaient d'un bleu rétro-éclairé. Ce n'était pas comme les yeux normaux des animaux. Ils semblaient éclairés de l'intérieur. À ce moment-là, elle n'était plus qu'à 20 mètres de ma foutue fenêtre panoramique et semblait me regarder directement. Je me souviens avoir essayé de m'enfoncer très lentement sous le rebord de la fenêtre pour que la créature ne me voie pas. J'ai jeté un œil par-dessus le rebord. Je ne la voyais plus. Je ne sais pas si elle était partie. Je suis resté là pendant un bon moment, à genoux, à regarder dehors. Puis j'ai attendu dans une autre pièce que mon frère et ma sœur rentrent à la maison. Je me souviens aussi que le chien de mon frère, qui devenait complètement fou dès qu'il entendait le moindre bruit, dormait pendant tout ce temps. Il ne bougeait pas. C'était le chien le plus aboyeur de la planète, et il ne s'en souciait absolument pas. Bizarre. J'ai fini par vendre cette maison, car après ça, des trucs étranges se sont produits. Je refusais de sortir après la tombée de la nuit, et même si je devais absolument le faire, je ne le faisais pas. J'avais tellement peur. Autre chose à préciser, la propriété se trouve en Pennsylvanie, à environ 9,5 km du centre-ville de Scranton. Il y avait des bois derrière la maison et le quartier était un grand cul-de-sac. Il y avait une route pour y entrer et une autre pour en sortir. La moitié arrière était entièrement boisée, sur environ 60 km de toute autre ville. Je pense maintenant que la créature est probablement descendue de la montagne pour manger, ou alors elle est descendue pour boire car la propriété n'était pas si loin de la rivière Susquehanna. Et il y a une troisième option. Le nord-est de la Pennsylvanie est criblé de mines de charbon. Il y a des centaines de kilomètres de mines ici qui ne sont pas utilisées. Qui sait, peut-être qu'elle hiberne sous terre. En toute sincérité, j'espère que plus jamais je ne reverrai cette créature. Ça m'a changé. Et je fais de mon mieux pour ne pas y penser, mais ça me terrifie toujours autant. Je ne peux m'empêcher de me demander combien d'autres créatures rôdent dans l'obscurité. Il y a environ 5 ans, mon amie et moi marchions dans son quartier pour rentrer chez elle. Il n'était pas tard, mais c'était l'hiver, donc il commençait à faire sombre vers 17h, 18h. Pour arriver chez elle, nous avons dû descendre une énorme pente avec de très nombreuses rues, ce qui est très déroutant si vous ne connaissez pas le quartier.
Quoi qu'il en soit, nous avons descendu une rue où nous avons dû tourner à droite pour continuer notre route. La gauche était une impasse. Alors que nous approchions de la fin de cette rue en particulier, un énorme animal s'est précipité de droite, la direction dans laquelle nous allions aller, à gauche, la direction de l'impasse. Nous nous sommes tous les deux arrêtés et nous nous sommes regardés, et je ne vous mens pas, je me souviens de l'expression de pure horreur sur le visage de mon ami. On aurait dit un chien, mais c'était vraiment énorme. Je n'ai jamais vu un chien aussi gros de ma vie. Quoi qu'il en soit, il courait à 4 pattes et à une vitesse incroyablement rapide. Terrorisés, nous n'avions pas d'autre choix que de prendre cette route car c'était le seul moyen de retourner chez elle. Nous avons abordé la rue avec prudence et sommes partis tous les deux dans des directions opposées pour chercher des indices sur ce qui venait de se passer. Nous avons cherché sous la lumière des lampadaires pendant environ 10 minutes, dans les allées des jardins, littéralement partout. Il n'y avait personne aux alentours, donc personne ne promenait son chien, personne n'a sifflé ou appelé quoi que ce soit, donc ce n'était pas comme si un propriétaire attendait à sa porte d'entrée et laissait entrer la créature. Elle a littéralement disparu dans les airs, ce qui était encore plus incroyable en raison de sa taille. Nous avons fini par nous faire peur avec des théories et avons couru le reste du chemin jusqu'à la maison de mon ami. Je ne crois pas vraiment au paranormal, mais je n'arrive pas à trouver une explication rationnelle à ce que j'ai vu. Ça s'est passé à la mi-novembre, mais j'y pense encore souvent. J'habite sur la côte du lac Michigan, où il est courant de voir du ver de mer s'échouer sur la plage. C'est mon hobby depuis que je suis toute petite et que ma mère et moi en ramassons sur la plage près de notre maison. Je préfère y aller à la fin de l'automne ou au début du printemps, lorsque personne d'autre n'est là pour ramasser les bons morceaux. Il y a un parc près de chez moi qui est particulièrement propice à la collecte de vers de mer. Il est niché entre des propriétés privées, donc peu de gens le connaissent, et à la mi-novembre, la plage est complètement vide. Il y a un sentier pavé qui mène du parking au ravin et à la maison de la plage. Mais ce jour-là, j'ai eu envie d'explorer un peu. J'ai marché le long du sommet de la falaise jusqu'à ce que je trouve un petit sentier non balisé, et j'ai décidé de le suivre. Il menait à la plage, mais je n'ai pas trouvé de bon point d'accès qui ne nécessitait pas de grimper, alors j'ai continué à marcher. Finalement, le sentier s'est terminé en cul-de-sac. J'ai fait demi-tour pour revenir sur mes pas, et j'ai alors entendu un bruit sourd sur le sol, comme si quelque chose était tombé d'un arbre. Puis soudain, j'ai entendu le bruit de quelque chose qui chargeait à travers les broussailles droit vers moi. Cela ressemblait à un ours, mais il n'y a pas d'ours dans ma région. Je me suis instinctivement fait remarquer et j'ai crié « Hé !» d'une voix grave. L'animal s'est arrêté à une quinzaine de mètres de moi. Je suis resté là, à fixer l'endroit pendant environ 30 secondes avant de remonter prudemment le sentier. Je suis retourné à l'une des clairières et je suis descendu sur la plage. Tout au long de ma marche, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que quelqu'un m'observait. La plage était vide, donc j'ai pensé que j'étais encore secoué par ce qui s'était passé dans les bois. J'ai aussi entendu une deuxième série de pas dans le gravier derrière moi, qui correspondait exactement à mon rythme. Mais comme il n'y avait personne d'autre sur la plage, je me suis dit que ce n'était qu'un écho. Puis je suis arrivé à la maison de la plage. J'avais envie de faire pipi, alors je suis passé derrière pour voir si les toilettes étaient ouvertes. En tournant dans le coin, j'ai vu quelque chose qui m'apparaissait de l'autre côté du bâtiment. Cette chose avait un corps humain, mais elle mesura environ 2 mètres de haut et avait des bois de cerf qui lui sortaient de la tête. Sa peau était si pâle qu'elle était presque translucide. Je pouvais voir le bleu de ses vaisseaux sanguins. Il n'avait pas non plus de traits faciaux perceptibles. Il avait la structure osseuse d'un visage et pas d'yeux, ni de bouche, ni rien.
j'ai immédiatement commencé à sprinter sur le sentier principal. Je ne suis pas du tout en forme, mais j'ai couru tout le long du chemin jusqu'à la falaise. J'ai cru que j'allais m'évanouir en arrivant à ma voiture, et je n'ai pas pris le temps de reprendre mon souffle avant de partir. Je me suis rendu dans un restaurant proche, et pendant que j'y étais, j'ai envoyé un SMS à mon ami à ce sujet. Il m'a dit que j'étais simplement bouleversée par les problèmes que j'avais actuellement dans ma vie et que je voyais des choses. Cela m'a semblé très réel, mais je l'ai accepté. J'étais très émotive ce jour-là et peut-être que mon cerveau me jouait des tours à cause de ça. Mais des mois plus tard, je n'arrive toujours pas à me l'enlever de la tête. Cela m'a semblé si réel. J'ai toujours été sceptique à l'égard des cryptides, jusqu'à cette nuit où j'en ai vu un moi-même. Ce soir-là, j'étais avec ma petite amie de l'époque. Sa sœur était avec nous et nous allions chercher son petit ami au travail. C'était une région très rurale, soit dit en passant. Sur le chemin, nous avons vu quelque chose qui ressemblait à un loup-garou d'Underworld courir devant la voiture et nous fixer avec des yeux fluorescents rouge vif. Il était rapide. Je pensais qu'il s'agissait d'un très gros cochon sauvage ou d'un ours, mais il était trop mince et de forme unique, avec une fourrure noire courte à moyenne. Lorsque je l'ai vu, j'ai freiné brusquement. Nous étions dans une Chevrolet Tahoe et il était à la hauteur des yeux tandis que nous étions surélevés. Je dirais donc qu'il mesurait entre 1,80 m et 2 m debout. Il avait de longs bras et un cou musclé, de larges épaules et des pattes arrière comme celles d'un chien mais en plus grand. Alors que nous fixions tous la créature, elle bondit et disparaît dans la forêt dense qui bordait la route. Juste après qu'elle ait disparu dans la forêt, nous nous sommes tous regardés en criant. Mais qu'est-ce que c'était ? Nous avons redémarré la voiture et durant tout le trajet, j'étais nerveux et ne cessais de regarder dans les rétroviseurs, redoutant de voir les yeux rouges perçants de la créature apparaître à nouveau. L'atmosphère dans la voiture était pesante et aucun de nous n'osait parler, tellement on avait peur. Quand nous sommes enfin arrivés à destination, le petit ami de la sœur nous attendait à l'extérieur du bâtiment. Lorsqu'il est entré dans la voiture, nous lui avons raconté toute l'histoire. Sur le chemin du retour, nous n'avions qu'une seule envie, rentrer au plus vite à la maison et ne jamais recroiser cette créature. J'ai vu tous les animaux que l'on peut voir en Arkansas. Il est impossible de les confondre avec quoi que ce soit d'autre. Ce que nous avons vu cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Je ne pensais pas qu'une telle créature pouvait exister, et cette expérience a changé ma vision des choses. Depuis cette nuit-là, à chaque fois que je fais ce trajet, j'ai peur de le revoir. Ma mère a vu une créature qui ressemblait à un dinosaure volant dans les années 70. Avant que vous ne portiez un jugement, permettez-moi de préciser qu'il s'agit de l'histoire de ma mère. J'aimerais également ajouter qu'elle était et reste une personne bonne et sensée. Les faits se sont déroulés entre le début et le milieu des années 70, à l'époque où elle était une jeune fille vivant dans un ranch isolé de Basse-Californie au Mexique. Elle était l'aînée de 6 sœurs, et la vie au ranch impliquait souvent de se lever tôt pour aider aux tâches ménagères. L'une de ces tâches consistait parfois à attendre l'arrivée du livreur d'eau. Le ranch était assez isolé, je l'ai moi-même visité. Il est au milieu de nulle part. Il y a une autoroute qui longe l'entrée de la propriété, mais à part ça, c'est très désertique. Un matin, alors que ma mère et la plupart de ses sœurs, si ce n'est toutes, attendaient la livraison d'eau, quelque chose d'étrange s'est produit. De loin, ma mère a remarqué une tache dans le ciel.
Au début, elle n'y a pas prêté attention, mais l'objet s'est rapproché de plus en plus. Finalement, il a volé directement au-dessus d'eux, et ce qu'elles ont vu les a laissés en état de choc. C'était une sorte de dinosaure volant. Ma mère et ses sœurs avaient du mal à croire ce qu'elles voyaient. Ma mère se souvenait d'avoir étudié les dinosaures à l'école à cette époque. Elle se rappelait aussi très bien que ses professeurs lui avaient expliqué que ceux-ci s'étaient éteints il y a des millions d'années, et à ce moment-là, elle s'est dit qu'ils avaient dû mentir, car elle venait d'en voir un. Elle l'a décrite comme une grande créature avec des ailes qui battaient bruyamment lorsqu'elle volait au-dessus d'eux. Elle faisait des bruits étranges et n'avait pas de dents, ce que ma mère a trouvé intéressant car elle avait appris à l'école que les dinosaures carnivores avaient des dents pointues pour chasser. Je ne me souviens pas qu'elle ait dit une couleur, mais elle a dit qu'il avait de la fourrure ou des plumes, un peu comme un rat. Une fois que la créature les a survolés, ma mère a couru à l'intérieur pour aller chercher sa nana, sa grand-mère. Sa grand-mère était une femme gentille et enjouée, mais lorsque ma mère lui a dit « Nana, il y a un dinosaure dehors, viens voir vite », celle-ci a cru qu'elle plaisantait. Elle a tout de même suivi dehors et a réussi à l'apercevoir avant qu'il ne disparaisse. Quelques semaines plus tard, l'oncle de ma mère se rendait en ville pour faire des courses. Elle lui a demandé de lui ramener un exemplaire de son magazine préféré, Duda. Pour ceux qui ne le savent pas, Duda, Lo Increíble es la Verdad, était un magazine mexicain populaire qui traitait des phénomènes surnaturels, des conspirations et de la cryptozoologie. Lorsque son oncle est revenu avec le magazine, ma mère n'a pas pu croire ce qu'elle a vu sur la couverture. Il y était question d'un dinosaure volant qui se serait échappé d'une installation secrète à San Diego et qui aurait été repéré au Mexique. Elle a montré l'article à sa mère et cela a suffi à la convaincre qu'elle n'avait pas inventé cette histoire. Selon ma mère, des observations de la créature ont même été rapportées dans le journal local de l'époque. Il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de l'interroger ainsi que toutes ses sœurs sur cette histoire pour voir si elle y croyait toujours. Je m'attendais à ce qu'au moins l'une d'entre elles balaie l'histoire d'un revers de main ou dise qu'il s'agissait d'un fantasme d'enfant. Mais à ma grande surprise, toutes ont répondu la même chose. Oui, c'est vraiment arrivé. Elles ont même reconnu que les gens pouvaient les prendre pour des folles, mais elles ont toutes juré que c'était vrai. J'ai une histoire qui me vient de ma mère et de ma grand-mère et que je raconte depuis que je suis jeune. Ma mère, qui est une fervente chrétienne, ne ment jamais, au point de vous agacer, même pas des petits mensonges. Elle est incroyablement gentille, mais elle ne mentira même pas pour maintenir la paix. Vous lui demandez si elle aime votre tenue et elle vous dira directement qu'elle ne l'aime pas, d'une manière polie. Elle n'aime pas trop en parler, mais elle m'a raconté cette histoire qui s'est produite quand j'avais environ 5 ans, dans la ferme de mes grands-parents. Mes grands-parents avaient une ferme. Derrière cette ferme, il y avait une zone boisée avec un ruisseau et je jouais à côté. Ils avaient une règle, ne pas le dépasser. Il fallait rester de l'autre côté du ruisseau. Un jour, alors que je jouais dehors et qu'il faisait beau, j'ai entendu des grognements venant des arbres. J'ai levé les yeux et j'ai vu un animal ressemblant à un loup géant dans les arbres. J'en ai parlé à ma grand-mère, qui m'a raconté une histoire datant de l'enfance de ma mère où elle avait vu la même chose alors qu'elle cueillait des fleurs de l'autre côté du ruisseau. Elle avait entendu des grognements elle aussi, avait levé les yeux, avait vu l'animal et avait traversé le ruisseau en courant. Lorsque ma mère a sauté de l'autre côté du ruisseau, l'animal ne l'a plus suivi et est resté accroupi. Ma mère a appelé ma grand-mère en pleurant et en criant. Sa mère est sortie et a vu ce loup géant qui les regardait fixement. Elle était complètement terrifiée. Elles l'ont toutes les deux décrite comme une grande créature ressemblant à un chien ou à un loup avec les yeux rouges, ce qui correspondait à ma description. Ça m'a tellement perturbée que j'ai fait des cauchemars pendant des années.
Mon fils de 5 ans et moi sommes allés camper au nord-est de l'Utah. Le temps était couvert. Après avoir fait du paddleboard, nous sommes rentrés au camp. Une fois rentré au camp, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de malaise. Je me suis contenté de l'ignorer en pensant que je réfléchissais trop à la sécurité de mon enfant. Il y avait une caravane et un camion près de nous, mais je n'ai vu personne pendant toute la durée de notre expérience. Vers 20 heures, nous avons allumé notre feu de camp. Nous avons grillé des saucisses et mangé des snacks. Pendant ce temps, je pensais entendre un craquement ou un mouvement subtil, et je pensais que c'était juste les braises qui éclataient. Lorsque le soleil s'est finalement couché, j'ai remarqué qu'il faisait complètement noir en dehors de la portée de la lumière de notre feu de camp, probablement en raison du temps couvert. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il était temps d'emballer notre nourriture et de la ramener à la voiture, mais j'ai eu le sentiment soudain d'être observé et j'ai décidé d'allumer la lumière de ma lampe frontale. J'ai regardé à 30 degrés sur ma droite. À environ 15 mètres de nous, il y avait un arbre ressemblant à un buisson. Je tiens à expliquer que cet arbre n'était pas assez épais ou solide pour que quelque chose de grand puisse s'y appuyer ou y grimper. Et au-dessus de l'arbre, derrière lui, j'ai vu 2 grands yeux blancs avec un soupçon de violet qui me fixait directement. L'animal ou la créature était suffisamment éloigné de la lueur du feu pour que je ne puisse pas voir la silhouette d'un corps, mais il était suffisamment proche pour que son comportement soit étrange et qu'il ne soit qu'à quelques secondes de nous s'il courait vers nous. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ours qui se tenait sur ses pattes arrière par curiosité. Il semblait mesurer environ 2,50 m de haut. Alors que ma lampe faisait face à la créature qui était anormalement proche de notre campement, j'ai pris mon enfant et mon spray anti-ours et je lui ai dit qu'il y avait un ours derrière un arbre et je l'ai rassuré et dit que tout irait bien. Cette créature nous regardait attentivement et soudain, quelques secondes plus tard, mon intuition m'a crié de sortir maintenant. J'ai alors commencé à marcher à reculons vers ma voiture et j'ai dit à mon fils de marcher lentement avec moi. La créature n'a pas bougé et a gardé les yeux rivés sur nous pendant que nous nous éloignions, jusqu'à ce que ma lumière ne puisse plus l'atteindre. Je ne peux pas expliquer cette nouvelle forme de peur que j'éprouvais. Elle n'était pas naturelle. Je pense que le fait de donner la priorité à la sécurité de mes garçons m'a permis de nous amener à la voiture de manière beaucoup plus sereine. Une fois dans la voiture, nous avons attendu 30 minutes pour voir s'il allait venir dans le camping pour chercher de la nourriture, mais rien ne s'est passé. Je me suis dit qu'il était peut-être parti et que nous pouvions dormir dans la voiture pour être en sécurité. J'ai décidé d'essayer de prendre des couvertures dans la tente, d'éteindre le feu et que nous pourrions faire nos bagages dès le matin à la première heure. Je me suis trompé. Depuis la voiture, le campement se trouvait à environ 50 mètres. À notre droite, il y avait de grands arbres et à notre gauche, de hautes herbes et des broussailles. Je sors de la portière et j'allume ma lampe frontale. Ma lumière est dirigée vers les broussailles et en me couchant dans les broussailles, je vois à nouveau les yeux blancs qui me fixent. J'ai décidé d'essayer de jouer les gros bras et de crier après la créature, mais elle a fait un mouvement vers moi, ce qui m'a poussé à sauter dans la voiture et à faire marche arrière. J'ai essayé d'éclairer la créature avec les phares, mais je n'ai rien vu. J'ai décidé de chercher de l'aide. Je suis descendu en voiture et j'ai trouvé un ami campeur qui était heureux de m'aider à préparer mes affaires pour partir. Il arrive avec une lampe de poche beaucoup plus puissante et son camion. Pendant que j'emballe mes affaires, il voit les yeux et me dit qu'il y en a 2. Il précise que ce ne sont ni des élans, ni des cerfs, ni des cougars, et que si c'est un ours, son comportement est vraiment étrange, et qu'il ne sait pas exactement ce que c'est. Je me tourne vers l'endroit où il éclaire, et je vois une deuxième paire d'yeux blancs. À ce moment-là, je suis terrifié. L'un d'eux se tient debout, tandis que l'autre est plus bas. Cette fois, ils sont beaucoup plus éloignés. Ce n'est que lorsque la paire d'yeux la plus basse décide de se lever et d'être beaucoup plus grande que la première qu'elle semble monstrueuse. Cela a mis mon nouvel ami très mal à l'aise et il m'a dit « Ça me met à cran, on va tout mettre dans la voiture et on s'en va. » Pendant que nous faisions nos bagages, j'ai surpris ces créatures en train de créer un périmètre autour de nous. Elles tournaient en rond autour du campement, attendant quelque chose, semblait-il. J'ai essayé de penser à des théories rationnelles possibles, mais plus j'y pense, plus je ne peux me défaire du sentiment que cela aurait pu être un Bigfoot, quelque chose de similaire. Il était trop intelligent, intuitif, audacieux, effrayant et n'agissait pas comme des animaux sauvages normaux.
Tout d'abord, j'aimerais rappeler le contexte. Cela s'est passé dans la région de l'Est du Kentucky et du sud de la Virginie occidentale. Cette communauté est composée d'un groupe de personnes très simples et travailleuses. Les seules choses que nous avons à faire ici sont de travailler et de passer du temps à l'extérieur. Il peut s'agir de chasse, de randonnée, de pêche, de quad, etc. Dès mon plus jeune âge, nous étions libres de nous divertir. Nous avons vu tous les oiseaux, bestioles, reptiles et mammifères indigènes de notre région. Oui, j'ai même vu un puma, et je l'ai entendu. Il y a une nette différence entre un lynx roux et un puma. Quoi qu'il en soit, je dis ça pour expliquer que ces gens savent faire la différence entre un ours et Bigfoot. Mon père a tué un ours qui se tenait debout et marchait vers lui. Nous pouvons être une communauté ignorante sur certaines choses, politiques, affaires mondiales, etc. Mais ce que nous connaissons bien, c'est les terrains montagneux et la faune locale. Ma sœur était donc gardienne à l'entrée d'une mine à ciel ouvert. Tout au long de la semaine, elle enregistrait les camions de charbon et les superviseurs qui allaient et venaient. Ce poste de garde se trouvait au fin fond d'une vallée, à 1 kilomètre de la maison la plus proche et au pied d'une grande montagne. Les routes décrivaient des courbes et serpentaient depuis le poste de garde où elle travaillait jusqu'au sommet de cette montagne des Appalaches qui était en train d'être décapée de fond en comble pour en extraire le charbon. Les week-ends, elle travaillait et refusait les gens qui essayaient de monter là-haut avec leur véhicule à 4 roues. Il n'y avait pas de circulation les week-ends. Elle s'asseyait dans la guérite et lisait des livres pour passer le temps. Il n'y avait pas de télévision, d'internet, etc. Elle avait un téléphone portable qui ne captait pratiquement pas de réseau. Il s'agissait d'une région isolée dans une communauté déjà isolée. Un après-midi de week-end, alors qu'elle était assise en train de lire, elle dit avoir ressenti un changement étrange dans l'air. Elle n'était pas sûre de ce que c'était, mais elle dit que c'est comme le sentiment que l'on éprouve lorsque quelqu'un nous observe ou lorsque notre instinct nous avertit que nous sommes dans une situation dangereuse. Elle lève les yeux de son livre et regarde par la fenêtre latérale de la guérite. Rien. Elle regarde vers l'avant par la plus petite fenêtre et voit ce qu'elle croit d'abord être un ours. Cet animal marchait sur ses pattes arrière d'un côté d'un ruisseau, descendait une pente raide, traversait le ruisseau et remontait de l'autre côté de la pente raide jusqu'à la route. Ce ruisseau était profond d'environ 1,20 m, mais l'animal n'a jamais failli à sa position sur ses 2 pattes. Elle a dit qu'il a traversé la route minière et est entré dans un champ. Elle dit qu'il n'a pas regardé autour de lui, qu'il a marché sans s'inquiéter. Le champ dans lequel il est entré était extrêmement envahi par la végétation. L'herbe, les broussailles, etc. mesuraient au moins 1,80 m. Elle pouvait le voir se déplacer la tête au-dessus des herbes. Elle pouvait encore voir son corps, mais pas très bien. Lorsqu'il traversait la route, elle a décrit ses poils comme étant noirs et très épais. Il avait une carrure très large. Elle n'a pas pu distinguer grand-chose d'autre de son apparence, si ce n'est que les poils de son corps étaient très abondants. Il se déplaçait d'un pas régulier et facile. Il a traversé le champ et elle l'a perdu de vue juste avant que le champ ne se transforme en terrain montagneux boisé. Plusieurs minutes après qu'elle l'ait perdu de vue, elle a appelé mon père. Lorsqu'il a répondu au téléphone, il lui a demandé si elle avait des problèmes de voiture ou si elle avait besoin de quelque chose. Il a dit qu'elle pleurait de façon hystérique, le suppliant de venir l'aider. Elle lui a raconté ce qu'elle avait vu. Il lui a demandé si elle plaisantait, si quelqu'un avait pu lui faire une farce, si elle avait vu un ours, etc. Elle lui a répondu qu'elle était paralysée par la peur. Elle ne pouvait pas bouger. Elle retenait son souffle et ne voulait même pas respirer. Elle avait tellement peur qu'il l'entende. Mon père l'a raccompagnée chez elle parce qu'il ne pouvait pas le faire. Il a vérifié la hauteur de l'herbe, regardé autour de lui pour trouver quoi que ce soit. Il a dit qu'il avait seulement vu que l'herbe avait été traversée par quelque chose, mais c'est tout. Elle nous a tous juré de ne jamais rien dire à personne, de peur d'être ridiculisés. L'année suivante, l'un des collègues de mon père, tous deux chauffeurs de camion, lui a raconté qu'il avait vu Bigfoot traverser une piste de VTT alors qu'il était à la chasse. Il s'était recouvert d'un bloqueur d'odeur et s'était endormi au pied d'un arbre. Il s'est réveillé et était allongé là, et de sa périphérie, il a décrit avoir vu un mouvement. Après un moment de compréhension, il a dit que c'était Bigfoot. Il admet avoir envisagé de lui tirer dessus,
mais a rapidement décidé que l'arme qu'il avait ne pourrait pas le tuer. Tout ce qu'il ferait, c'est l'énerver. Il s'est lentement dirigé vers son téléphone pour ne pas alerter la créature, mais au moment où il a pris la photo, à cause de ses mains tremblantes et de sa peur, l'image était floue. Lorsque mon père lui a demandé où il chassait, c'était de l'autre côté de la montagne vers laquelle ma sœur l'avait vu se diriger. Mon père a raconté à son ami ce que ma sœur avait vu. Maintenant, passons au mois dernier. Ma locataire travaille aujourd'hui dans cette même guérite. Attention, il s'agit d'une très petite ville. Il n'y a rien d'autre là-bas qu'une épicerie familiale et quelques stations-service. Il n'y a pas de feu rouge, pas de fast-food, etc. Les emplois sont rares et se limitent principalement à la mine. La coïncidence que ma sœur et la locataire aient le même emploi n'est donc pas si étrange. L'incident de ma sœur s'est produit il y a 10 ans également. Ma locataire a dit à mon père qu'elle a vu Bigfoot alors qu'elle travaillait dans la cabane du gardien. Elle lui en a parlé parce que c'est une jeune femme, que mon père est son voisin et qu'elle voulait acheter une arme pour se protéger. Quoi qu'il en soit, elle lui a fait suffisamment confiance pour lui demander s'il avait une arme à vendre. Elle ne pouvait pas savoir que ma sœur avait vu Bigfoot. Elle n'aurait pas pu savoir non plus que l'ami de mon père avait vu cette chose, cet homme étant décédé des années avant qu'elle n'emménage dans notre communauté. L'ami de mon père a passé toute sa vie après l'avoir vu à subir les railleries des gens qui le traitaient de fou. Il l'a dit à tous ceux qu'il a rencontrés. Ceci étant dit, tout le monde dans ma communauté sait qu'il est possible que cette créature y prospère. Dans un comté qui ne compte que 3000 habitants, il n'y a pas beaucoup de monde dans les montagnes à tout moment pour rencontrer un Bigfoot. Il s'agit de millions d'hectares de chaînes de montagnes très accidentées, de champs ouverts, de milliers de grottes et de ruisseaux, une abondance d'animaux, de végétation, etc. pour qu'une créature de cette taille puisse prospérer. Cette histoire ne fera pas de quiconque un croyant, mais elle a fait de moi un croyant en Bigfoot. Je connais ma sœur, je sais qu'elle n'a pas menti, qu'elle n'aurait pas pu simuler un tel niveau de peur si elle avait essayé. Elle sait aussi à quoi ressemblent les sources qui marchent. J'étais dans ma petite construction en bois, comme celle qu'on achète chez Home Depot. Quelque chose n'arrêtait pas de la heurter. Il était environ 1h du matin. Je travaillais sur un kart pour mon fils, et je voulais le terminer. J'entendais des coups sourds. Je suis allé jusqu'aux portes, j'ai regardé dehors, et je n'ai rien vu. J'ai toujours une lampe torche, un couteau et un pistolet sur moi. J'ai utilisé la lumière pour regarder autour, rien. Puis plusieurs autres coups sourds, même chose. Et je me suis énervé et j'ai crié. « Tu ne pourras pas t'échapper éternellement. Quand je te choperai, je vais te faire exploser la cervelle. » Et puis j'ai entendu des pas bipèdes. Et j'ai pensé, bien je lui ai fait peur. J'ai finalement fini vers 4h du matin. J'ouvre les 2 portes et je vais sortir le kart. En ouvrant la 2e porte, j'entends une respiration. J'habite sur une colline. J'ai utilisé un bulldozer pour créer un endroit plat pour poser la maison. En regardant sur le côté gauche se trouve mon allée. La construction en bois se trouve dans mon allée, au même niveau que ma maison. À gauche de mon allée se trouve une pente raide. La pente fait environ 3 mètres de long. Il y a des ronces de murs sur la pente, du chèvrefeuille et d'autres mauvaises herbes et broussailles diverses. J'entends une respiration très lourde, inspiration et expiration. Je braque ma lumière et la première chose que je vois, c'est le brouillard. Il fait froid dehors. La quantité de brouillard cependant, la force avec laquelle il est poussé dans l'air, c'était inhabituel. Un ours? Un sanglier? Non. Le brouillard est à hauteur de mes yeux, mais venant de la pente. Je braque davantage la lumière sur ma droite et des yeux me regardent. J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ses yeux brillaient d'un rouge orangé, plantés dans un visage sombre. Il se fondait presque dans la nuit, puis ça a commencé à grogner. Vous savez comment un gros chien commence à grogner? Ça commence lentement, puis ça accélère
avant qu'ils ne fassent ce genre de son juste avant de vous mordre. Eh bien c'était comme ça, mais beaucoup plus fort. On pouvait sentir les vibrations. Il a commencé à pleuvoir. À ce moment-là, j'ai sauté en arrière, j'ai trébuché et je suis tombée. Je suis tombée contre ma voiture. J'ai finalement réussi à entrer dans la maison pour prendre mon fusil de chasse, blessé et boiteux. Ma femme criait. « Que se passe-t-il » J'ai dit. « Il y a un putain de monstre dehors. Il est là et une balle dans la tête va le tuer. » Je suis ressortie et il était parti. Il ne s'est jamais déplacé vers moi. Il n'a pas bougé ses bras. Mais qu'est-ce que c'était? Peut-être un Bigfoot. Je ne sais pas. Depuis, j'ai maintenant peur du noir. 40 ans de déploiement, 2 en Irak, 1 en Afghanistan. Et j'ai peur du noir comme un petit enfant. Une partie de moi a toujours cru aux cryptides légendaires tels que Bigfoot, mais je n'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer jusqu'à cet automne. Je me préparais pour la saison des cerfs dans le nord du Wisconsin. Ma famille et moi possédons plusieurs centaines d'hectares comprenant du bois et une tourbière. Sur l'ensemble du terrain, nous disposons de plusieurs parcelles alimentaires et de stands de chasse aux chevreuils. Un dimanche matin brumeux, je vérifiais les parcelles. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'arrive à l'une d'entre elles, près du marais. La parcelle de nourriture avait été complètement arrachée et il y avait ce qui semblait être des pommes de vigne à moitié mangées partout. Après avoir réalisé que ce que je voyais ne provenait pas d'un cerf, j'ai entendu quelque chose qui se déplaçait dans le marais. Ça semblait être une marche ou un jogging très rapide. Mes narines ont immédiatement senti l'odeur putride d'une moufette, et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une grosse moufette, ou peut-être même d'un blaireau. Les arbres sont épais, et mes yeux ont pu se tromper, mais j'ai vu ce qui semblait être une silhouette de 200 kilos, ressemblant à un singe qui fouillait dans les débris de feuilles sur le sol. Cela se passait à environ 100 mètres de l'endroit où je me trouvais. Je n'étais pas préparé à 100% pour la chasse, et je n'avais rien sur moi. J'ai donc assisté effrayé à l'action d'une sorte de grand humanoïde qui donnait des coups de pied dans ce qui semblait être des pommes. Alors que je m'approchais pour essayer de voir de plus près, j'ai remarqué que cette bête était couverte de la tête aux pieds de ce qui semblait être des poils longs, épais et gras. Mon pied a dû casser une brindille, car la créature s'est levée et a sprinté. Après m'être assuré qu'elle était partie, je me suis rapproché de l'endroit où je l'avais aperçue. Il y avait encore plus de pommes de vigne à cet endroit et un énorme tas d'excréments, plus gros que tout ce que j'avais vu dans la forêt. Ça devait avoir un diamètre proche de celui d'un ballon de plage, et il sentait un mélange de moufettes et d'excréments de chiens. C'est l'une des expériences les plus folles de ma vie. Ça s'est passé un mercredi soir en 2015, vers 23h. Pour commencer, je suis un passionné de chasse aux coyotes et j'adorais les traquer la nuit lorsqu'ils sont les plus actifs. Un après-midi, j'ai décidé de partir chasser après le coucher du soleil. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé mon équipement et pris la route. Une heure plus tard, je suis arrivé sur le parking de la forêt d'État où je comptais chasser. Cet endroit m'avait déjà porté chance par le passé et je savais qu'il y avait une tanière à environ 1 km du sentier principal. Je me suis donc engagé sur le chemin de gravier sans me douter de ce qui m'attendait. Ma stratégie consistait à marcher 100 mètres, m'arrêter et utiliser un appôt pour localiser les coyotes jusqu'à ce que l'un d'eux réponde.
Les 2 premières tentatives n'ont rien donné, mais à la 3e, tout a changé. Le sentier faisait un virage en épingle à droite, et au milieu de ce virage se trouvait un cimetière datant de la guerre civile, avec un bosquet de pins denses derrière et une pente abrupte devant. J'avais l'habitude de traverser le cimetière et de toucher la pierre tombale principale, comme un signe de respect. En m'approchant de la pierre tombale, j'ai entendu un bruit sourd venant du bosquet, comme si quelque chose de lourd avait atterri. Ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait qu'un seul boom, comme si une créature bipède avait touché le sol. Les animaux comme les lynx produisent généralement 2 bruits distincts en sautant. Un sentiment d'inquiétude m'a envahi, mais le problème était que cette chose se trouvait entre moi et mon camion. Le silence s'est installé, et tout bruit environnant avait disparu. J'ai ressenti une présence, comme si on m'observait. En scrutant le bosquet, j'ai fini par apercevoir une silhouette. Trop grande pour être humaine, elle mesurait environ plus de 2 mètres, avait un visage canin et semblait émacié et sinistre. Mon esprit refusait d'y croire, mais la réalité m'a rattrapé lorsque cette chose a filé dans la pente abrupte à une vitesse incroyable. Le chemin vers mon camion était dégagé, mais je savais que cette créature préparait une embuscade. Après quelques minutes, j'ai décidé d'avancer. Dès mon premier pas, j'ai entendu des bruits venant de la pente, comme si elle remontait. J'ai couru à travers le cimetière et le bosquet, mais elle me suivait, se rapprochant à chaque instant. Armé de mon fusil, j'ai décidé de tirer pour me donner une chance de fuir. J'ai vidé un chargeur et couru aussi loin que possible. Après avoir chargé, j'ai entendu des branches se briser derrière moi. J'ai tiré à nouveau et couru jusqu'à mon camion à environ 100 mètres. Je pouvais entendre son souffle et un grognement guttural terrifiant. Finalement, j'ai atteint mon camion, démarré et quitté les lieux en scrutant les bois autour de moi. Depuis cette nuit, je n'ai jamais remis les pieds dans les bois de Brown County, Indiana, seul et encore moins la nuit. En 2011, j'ai peut-être été témoin de quelque chose. Je traversais un pont en voiture quand, en descendant, cette étrange créature ressemblant à un chien est apparue, marchant à 4 pattes. J'avais 19 ans ou 20 ans et je venais de commencer à faire de longs trajets seul, car mon père vivait dans un autre état. Cela ressemblait à Remus Lupin sous sa forme de loup-garou dans Harry Potter, aussi stupide que cela puisse paraître. Son visage était tellement étrange, et il était massif. Son dos était bizarre, pas vraiment celui d'un chien, plutôt arqué, pas de doigts comme celui d'un chien. J'étais vraiment effrayé. J'ai mis ça sur le compte de l'obscurité, et me suis dit que c'était probablement un grand Danois malade et décharné. Avance rapide jusqu'au mois dernier. À environ 20 minutes du lieu de cette première observation, et dans une direction différente, je rentrais chez moi vers 12h30, le 22 juin. Je regardais des yeux qui brillaient d'une lueur rougeâtre dans la lisière des bois le long de la route. Je supposais qu'il s'agissait d'un cerf et m'assurais qu'il ne surgirait pas, mais je remarquais que les yeux ne bougeaient pas, comme le ferait un cerf en train de brouter. Ils restaient juste fixés. J'ai pu les voir de loin au début. Les cerfs tendent à lever la tête quand on se rapproche. En m'approchant, j'ai remarqué que c'était bien trop haut pour être un cerf, mais je restais prudent. En passant finalement, j'estimais qu'il mesurait entre 2,10 m et 2,40 m. Je pouvais voir ses yeux, ses oreilles et le haut de son museau. L'ombre couvrait la partie inférieure de son visage et son cou, mais je distinguais son torse et ses bras supérieurs, les ombres des arbres cachant davantage la moitié inférieure de son corps. Il semblait juste observer la voiture. Il ne m'a pas poursuivi ni quoi que ce soit d'autre, et ses yeux seuls suffisaient à m'effrayer et à marquer ma mémoire. Je ne pouvais nier ce que je voyais en passant. Cette seconde expérience m'a rappelé la première. J'ai fait des cauchemars cette nuit-là. Dans un de ces rêves, un démon m'a dit « Je suis ce que tu as vu ». Je suis athée depuis mon adolescence.
Depuis, j'envisage d'aller à l'église. Pour clarifier, je ne crois pas qu'un démon ait envahi mes rêves. Je pense que mon subconscient essayait de rationaliser ce que j'avais vu. Et ça m'a poussé à réfléchir au fait que de nombreuses personnes disent vivre ce genre d'expérience et qu'elles ne sont pas crues parce que cela semble absurde. Je n'arrive pas à trouver une explication plausible pour ce que j'ai vu lors de la seconde fois. J'ai fait des recherches et découvert la schizophrénie aiguë. Peut-être que j'en souffre. Ensuite, je suis tombé dans une frénésie de recherche qui m'a conduit au Dogman. Je vis toujours sur la terre familiale où j'ai grandi. Je vis à la campagne. Pas de voisins ni d'éclairage public, à part la maison d'un membre de ma famille située à environ 150 mètres. À part ça, personne dans un rayon de 2 à 3 kilomètres. Avant, je sortais discrètement et courais sur une route dans le noir complet seul. Maintenant, j'ai peur lorsque je rentre ou sors après la tombée de la nuit. Quand je dois sortir de nuit, j'ouvre la porte, j'examine les environs et j'écoute avant. Ma seule crainte auparavant était de marcher sur un serpent. Maintenant, je suis terrifiée à l'idée qu'un monstre surgisse des bois comme dans un vieux film d'horreur des années 1950. Durant l'été 2012, j'ai pris un emploi de guide d'expédition en canoë sur les Boundary Waters, au nord du Minnesota, sud de l'Ontario, au Quetico. Ces zones sont une immense région sauvage composée de lacs et de terres. Je travaillais pour les Boy Scouts, basés sur Morse Lake, côté américain. Mon rôle était de permettre un voyage agréable et sécurisé d'une durée de 7 à 12 jours. La plupart de cet été-là s'est déroulé normalement, mais une expédition en particulier me hante encore, à cause de ce qui nous est arrivé pendant quelques jours. Voici le récit complet. Mon groupe était plutôt jeune, nous étions 9 au total, le maximum autorisé. Il y avait 6 scouts, 2 conseillers adultes, chefs scouts, et moi-même. Ils voulaient parcourir 300 km, et ils n'en avaient pas la capacité physique, donc nous avons dû adapter notre itinéraire. Déçu, je leur ai proposé de visiter une cascade nommée Eddy Falls. La région était assez plate, une cascade est plutôt rare, mais cette décision nous a finalement placés sur le chemin de quelque chose. Nous avons visité la cascade et campé à proximité. Ce soir-là, pendant que les garçons installaient le camp et que les conseillers préparaient le feu pour le dîner, je collectais du bois dans un amas d'arbres tombés de broussailles et de ronces. J'entendais faiblement les chutes sur ma gauche, quand soudain, un hurlement terrifiant s'est fait entendre. Il m'a figé sur place. Le second cri était plus proche, puis le troisième encore plus. Je ne pouvais rien voir à cause de la densité des broussailles, mais quoi que ce soit, ça venait droit sur moi. Au quatrième cri, je l'ai ressenti dans ma poitrine. J'ai eu la nausée et j'ai émis un cri rauque involontaire, un son que je n'avais jamais produit avant. Le cinquième cri m'a presque fait mal physiquement, mais il m'a ramené à la réalité et j'ai couru vers le camp. Mon groupe avait entendu ces cris aussi, mais que leur dire? J'ai prétendu qu'il s'agissait de sangliers. Il n'y en a pas dans cette région, et les conseillers savaient que je mentais, mais n'ont rien dit. Après le dîner, ils sont allés dans leur tente et je me suis retiré dans mon hamac, à environ 50 mètres du camp. Par précaution, je suspendais toujours mon hamac à hauteur de ma tête, soit environ 1,80 m. Je couvrais mon corps et ma tête d'une bâche pour éviter la rosée et les moustiques du matin, mais la bâche n'était pas tendue, juste posée. Il devait être entre 3 ou 4 heures du matin, quand j'ai été réveillée par ce qui ressemblait à des sanglots de femmes, pas des pleurs francs, mais des sanglots. En même temps, j'entendais quelque chose marcher dans les broussailles près de mes pieds. J'ai écouté, immobile, tandis que la chose traversait le camp en direction de mon hamac. Je pouvais entendre ses pas lourds sur le granit. La bâche recouvrant ma tête, je ne voyais rien et ne savais quoi faire. En un rien de temps, elle était juste à côté de moi. Je pouvais entendre sa respiration bruyante et congestionnée. Une odeur musquée m'enveloppait.
Je pouvais sentir une présence massive juste à quelques centimètres de mon corps. Ça restait là, immobile. J'ai pris une décision. D'un mouvement brusque, j'ai retiré la bâche de ma tête et ma main gauche a touché cette chose sur le torse. Il faisait sombre, mais j'ai pu distinguer brièvement une grande silhouette bipède. Les poils étaient longs, grossiers, la musculature était impressionnante, semblable à un culturiste. Tout s'est passé en une seconde. Dès le contact, la créature s'est précipitée dans les broussailles avec une vitesse incroyable. Quand j'ai allumé ma lampe frontale, elle avait disparu. Mon équipe dormait toujours, alors j'ai lu jusqu'au lever du soleil et décidé de ne rien dire. Le lendemain, nous avons avancé de quelques kilomètres vers le camp de base et campé sur une petite île. Les camps côté américain sont équipés d'un foyer et d'un grumper, des toilettes en fibre de verre au-dessus d'un trou profond. En arrivant, un des conseillers est allé là-bas. 2 minutes plus tard, il est revenu en courant, encore en train de remonter son pantalon, affirmant avoir vu un gorille passer devant lui. J'ai demandé si c'était un ours, et il a catégoriquement nié, expliquant qu'il chassait les ours depuis des années. Selon lui, c'était un singe d'environ 2,50 m de haut. Imaginez cette taille. Dans mon hamac, j'étais à 1,80 m de hauteur. Si j'ai touché sa poitrine, cela place la tête à plus de 2 mètres de haut. Était-il en train de nous traquer? Était-il seul? Les scouts étaient effrayés, alors j'ai proposé une excursion nocturne en canoë. Personne ne dormait de toute façon, donc nous avons embarqué à 20 h et pagayé sur plusieurs kilomètres, éclairés par des lampes frontales. Mon plan était de camper près de Morse Lake pour rejoindre la base rapidement le lendemain. Morse Lake est relié à Newford Lake par un passage étroit et peu profond, entouré de forêts sombres. En plein milieu du passage, une roche de la taille d'un ballon de basket a été violemment lancée depuis les bois. Elle a failli frapper l'avant du canoë que je dirigeais. Nous avons pagayé comme des fous jusqu'au centre de Morse Lake, attaché les 3 canoës ensemble et attendu l'aube. Dès les premiers rayons du soleil, nous avons pagayé jusqu'à la base et terminé l'expédition. Les scouts retournant en Oklahoma n'ont pas voulu en parler, et ça m'allait très bien. Plus tard, alors que je travaillais au débarcadère des canoës, un collègue revenant du même secteur avait l'air troublé. Il m'a raconté qu'il avait été embêté par des événements similaires, des cris, des pierres lancées. Pendant 2 semaines, les récits effrayants se sont multipliés parmi les guides. Un soir, en discutant avec d'autres guides, j'ai entendu un vétéran avec 10 ans d'expérience murmurer. Il était temps que d'autres les voient. Il a affirmé qu'ils communiquaient télépathiquement, qu'ils aimaient notre peur comme un jeu, et que moins on les reconnaît, moins ils nous dérangent. Cette expérience soulève encore beaucoup de questions pour moi. Les Sasquatch et Bigfoot ont toujours été une possibilité pour moi, mais je ne peux m'empêcher d'être marqué par leur intelligence et leur capacité à lire nos émotions comme dans un livre. Peut-être qu'ils nous comprennent mieux que nous-mêmes. Le cerveau humain est faillible. Il capte les informations sensorielles et les interprète pour les adapter, si possible, à un schéma déjà enregistré en mémoire. Il n'enregistre même pas ce qu'il ne comprend pas, surtout lorsque la moitié de son attention est portée sur une autre chose, comme le stress, une émotion forte, la détresse physique ou la survie. Notre corps ne cesse donc d'ajouter des substances chimiques pour le surmener, surtout dans les moments de peur, en mode combat ou fuite, où le cerveau abandonne toute tentative de compréhension et se prépare simplement à survivre, point final. Et c'est ce qui se produit lors de chaque observation. Très peu de récits de rencontres surviennent dans des moments de calme et de lucidité. Je préférerais avoir des preuves solides, une empreinte de pas, une photo sans émotion, de la fourrure, des os, un cadavre, n'importe quoi d'autre qu'une rencontre en fait. Pourtant, j'en ai vécu une, avec plusieurs témoins, et aucun d'entre nous, moi y compris, n'arrive encore pleinement à y croire. 10 ans après, certains évitent d'en parler, ils font comme si rien ne s'était passé. Pour eux, cela n'a jamais existé, c'était dans leur tête. Peut-être que c'est le cas. Moi-même, je ne sais plus quoi penser.
Je ne sais pas si on peut vraiment se fier au récit de témoins oculaires. Pourtant, je peux fermer les yeux et revoir cette créature se relever devant moi, entendre le bruit de ses mouvements dans la boue. L'odeur nauséabonde me revient encore. Je l'ai vue se dresser de plus en plus haut. Elle me faisait me sentir minuscule, et pourtant je suis un grand gaillard. Je n'ai pas l'habitude de ressentir ça. Ses épaules se sont redressées comme si elle s'étirait après une sieste, prête pour une confrontation. Je voyais ses muscles sous son pelage noir. Autour de son cou et de ses épaules, son pelage devenait épais, presque comme une crinière de lion, et le long de sa colonne, des sortes de piquants hérissés se dressaient, semblant pouvoir se transformer en une barrière protectrice. Son corps semblait en alerte maximale, et elle pivota pour me faire face. Ses respirations rapides et profondes s'arrêtèrent soudainement, et un grondement monta de sa gorge. Ce grondement, il résonnait dans ma poitrine, faisait vibrer le sol sous mes pieds. J'entendrai ce rugissement toute ma vie. Mon cerveau s'est figé, comme s'il avait dû redémarrer après un court-circuit. Je pouvais sentir sa chaleur corporelle, entendre le bruit de ses griffes sur le sol. Ses oreilles bougeaient dans toutes les directions, analysant tout son environnement. Elle était consciente de tout, bien plus rapide que nous ne pouvions l'être. Ses yeux rouges orangés étaient perçants, captivants. Brillaient-ils par eux-mêmes ou reflétaient-ils simplement la lumière autour? Je ne saurais dire, mais quand nos regards se sont croisés, j'étais figé. Je n'arrivais plus à bouger, à respirer, comme si cligner des yeux allait me condamner. Elle m'observait, nous analysait, planifiait, réfléchissait. Finalement, après un moment de silence tendu, elle relâcha un grognement bref, presque comme un soupir. La créature s'éloigna en sautant dans la forêt et disparut dans l'obscurité comme si elle avait volé. Même aujourd'hui, je me rappelle chaque détail terrifiant comme si c'était hier, mais en même temps, je me demande combien de ces détails sont vraiment réels. Notre cerveau modifie nos souvenirs à chaque fois que nous les remémorons, et ce que je crois être clair est peut-être devenu une version altérée de la réalité. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, mon chien et les quelques témoins présents cette nuit-là, ce moment était réel, mais aux yeux du reste du monde, c'est comme si ça n'avait jamais existé.